Eh bien, nous continuons cette entame de la journée, cette partie inaugurale avec la plénière inaugurale sur la co-innovation. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un panel absolument prestigieux. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Monsieur Bertrand Valcaner, directeur général délégué de l'Agence française de développement. Bertrand Valcaner, ici présent. Monsieur Daniel Shaher, ambassadeur at large for African Affairs du gouvernement de l'Estonie, qui est venu de Tallinn. Je vous demande de l'applaudir. Et nous avons également avec nous Biram Sok, qui est la fondatrice de Kweli, qui nous vient du Sénégal. Bravo, et je vous demande de l'applaudir. Et enfin, nous avons en visio, elle devrait être avec nous, Isabelle Bébéard, qui malheureusement n'a pas pu venir en présentiel pour raison de santé, et qui est la directrice d'affaires internationales et européennes de BPI France, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Il faut qu'elle vous entende depuis Paris. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la recomposition des alliances, des nouveaux bouleversements géopolitiques qui traversent le continent sous le prisme de la guerre en Ukraine. L'importance du partenariat Europe-Afrique nous semble trouve que plus renforcée, et la question se pose de comment élaborer ensemble de nouvelles solutions communes face à ces nouveaux défis qui bouleversent la donne géopolitique mondiale. Nous avons parlé de cette recomposition des alliances et des nouvelles coalitions à forger. Pourquoi co-innover entre l'Europe et l'Afrique? Et la première question, c'est une question qui intéresse l'ensemble de la planète, la question du changement climatique. I would like also to say that for English-speaking people, pour les personnes qui parlent anglais, vous avez une traduction qui est disponible à l'entrée. La première question, je vais vous la poser, Bertrand Valcaner, directeur général délégué de l'Agence française de développement. Un sommet international majeur vient de se clore sur le continent africain, la COP27 de Sharm el-Sheikh. Alors que le financement conjoint de la transition environnementale fait consensus, notamment concernant les dommages subis par les pays du Sud, comment financer une telle politique partagée entre nos deux continents? Est-ce déjà en soi une forme de co-innovation? Et comment l'AFD s'y emploie? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Samir, pour ton accueil. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je reviens participer à Emerging Valley. La première et la dernière fois, c'était en 2019. Et je suis revenu à Marseille, qui est par ailleurs une ville chère à l'Agence française de développement, puisque nous y avons notre campus depuis maintenant plus de 10 ans, et qui est le lieu où nous concevons des programmes, des formations, où nous co-construisons des partenariats avec les pays dans lesquels nous investissons. Et c'est finalement la ville dans laquelle nos clients, nos partenaires, nos bénéficiaires se réunissent avec nous pour construire les solutions de demain. Et donc, évidemment, être associé, être partenaire d'Emerging Valley, c'est extrêmement signifiant pour nous. Je profite de ce propos introductif pour saluer évidemment la ville de Marseille, Madame Rubirola, qui a, je crois, dû nous quitter, et la présidente de la métropole ex-Marseille. La question que tu poses, Samir, est évidemment absolument cruciale. Elle nous occupe beaucoup aujourd'hui. Et pour tenter d'y répondre, ou pour tenter d'ébaucher une réponse à cette question, je dirais 3 choses. Il y a pour nous, dans le financement de la transition environnementale, un enjeu de collectif, un enjeu de trajectoire et un enjeu d'instrument. Alors un enjeu de collectif, pourquoi un enjeu de collectif? Parce que c'est un enjeu de mobilisation d'acteurs, et comment est-ce que, à l'échelle française, à l'échelle européenne, en partenariat avec l'Union africaine et en partenariat avec les pays dans lesquels nous investissons, nous arrivons à bâtir les solutions de demain. Il existe des enceintes aujourd'hui au plan mondial, le G7, enceinte politique, le G20 est une autre enceinte politique qui rassemble les chefs d'État, les ministres. Il existe un autre niveau d'intervention, le niveau des banques de développement, les banques multilatérales de développement, la Banque mondiale, la première d'entre elles, la Banque africaine de développement, qui est l'un de nos gros partenaires en Afrique, et vous en avez dans d'autres géographies, la Banque interaméricaine, la Banque asiatique de développement, par exemple. Et notre ambition, en tant qu'AFD, bailleur de développement, est de créer des coalitions, et c'est le sens de l'initiative Finance en commun, que nous avons lancée en 2020, en plein Covid, d'une certaine façon,
mais qui, depuis maintenant 3 éditions, se structure, prend forme et rassemble 530 banques publiques au niveau mondial, qui représentent 10% de l'investissement mondial. Pourquoi est-ce que ces banques publiques sont intéressantes? Ces banques publiques sont intéressantes parce qu'elles ont un agenda qui est déterminé par leurs autorités politiques, chefs d'État, gouvernements, parce qu'elles représentent 10% de l'investissement mondial et parce qu'en travaillant ensemble, nous avons l'ambition de faire tendre nos mandats d'intervention géographiques, sectoriels, égalité entre les femmes et les hommes, financement d'une transition juste. Nous avons l'ambition de faire tendre ces mandats dans une même direction. Et c'est ça qui est au cœur du projet que nous portons. Et si on prend l'exemple, par exemple, de l'Afrique, c'est 94 institutions publiques avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer Papa Amadou Sarr, qui a rejoint le groupe AFD depuis maintenant quelques mois, ancien ministre au Sénégal, qui était l'un de nos partenaires en tant que directeur général de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, institution publique sénégalaise qui investit dans l'entrepreneuriat sénégalais et dans la sous-région. Et c'est ce type de partenariat que nous cherchons à construire, c'est ce type d'investissement collectif et de mobilisation collective au service de l'atteinte d'objectifs en matière de transition. Donc ça, c'est la première brique. Comment est-ce qu'on fait pour jouer collectif? Comment est-ce qu'on construit des mandats qui nous amènent à avancer ensemble? La deuxième brique de notre travail, c'est la question des trajectoires. L'AFD est une institution qui finance des projets de développement. Nous construisons des champs de panneaux photovoltaïques, nous installons des éoliennes. Alors, ce n'est pas nous qui le faisons directement, mais nous finançons et nous travaillons avec des acteurs qui le font. Mais nous avons aussi développé une expertise économétrique de modélisation qui nous permet de travailler avec les pays, avec les acteurs de la recherche, avec des universités, sur les modèles économiques et les trajectoires de développement économique des pays dans lesquels nous intervenons. Et ces modèles ont l'ambition de pouvoir aider à répondre à quelques questions simples. Quel est l'état de mon mix énergétique aujourd'hui? Quelle est la quantité de CO2 que j'émets? Et quelle est la quantité de CO2 que je vais émettre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si je ne change rien à la façon dont je produis mon énergie, par exemple? C'est évidemment un enjeu absolument crucial. Au passage, c'est un enjeu auquel la France doit faire face aujourd'hui, avec un plan qui a été lancé pour décarboner l'économie française. Et c'est un dialogue qui est extrêmement riche et qui est très structurant sur l'avenir d'un développement économique. Donc ça, c'est la deuxième brique sur laquelle nous travaillons. Ce modèle s'appelle GEM et nous avons un dialogue africain, latino-américain et asiatique sur cette question. Et puis enfin, le troisième enjeu, c'est un enjeu d'instrument. Il y a eu plusieurs initiatives lancées depuis la COP réunie à Paris, c'était en 2015, avec des engagements pris par la communauté internationale en matière de financement de la lutte contre le changement climatique. L'AFD y a pris sa part. Nous avons augmenté notre finance climat à 5 milliards d'euros depuis les années 2018-2019 et nous tenons cet engagement année après année, ce qui nous permet de contribuer à un engagement France qui correspond à 6 milliards d'euros investis annuellement à l'international dans la lutte contre le changement climatique. À ces outils s'ajoutent des initiatives politiques internationales. Il existe aujourd'hui un partenariat, une structuration d'un partenariat pour une transition énergétique juste, parce que les enjeux de contrat social sont absolument clés quand on parle de l'évolution des mix énergétiques. À titre d'exemple, en Afrique du Sud aujourd'hui se pose la question de la reconversion des mines de charbon. Elles emploient des milliers de personnes. Il se trouve que la France a, dans le passé, eu à fermer ces mines de charbon. Et il se trouve que l'Afrique du Sud se pose aujourd'hui cette question. Quel est l'avenir de ce secteur d'activité? Quel est l'avenir de mon économie dans un univers dans lequel les prix du charbon et le charbon va être amené petit à petit à disparaître? Et donc la communauté internationale, réunie autour d'une dizaine de bailleurs, a pris l'engagement en 2021, à l'issue de Glasgow, d'investir 8,5 milliards de dollars pour accompagner l'Afrique du Sud dans cette transition. Et puis un dernier exemple, c'est la finalisation et les résultats de la COP27 de Sharm el-Sheikh, avec l'annonce de la création d'un fonds pour travailler sur la question de l'indemnisation des pertes et préjudices des pays qui font face aujourd'hui aux impacts du changement climatique, inondations, sécheresses, autres types de catastrophes naturelles, et qui n'ont pas les moyens financiers aujourd'hui, alors même qu'ils ne sont pas responsables du niveau d'émissions et de stock de gaz à effet de serre au niveau mondial, pour voir comment mettre en place des mécanismes et comment mettre la finance et les outils financiers performants qui existent aujourd'hui au service d'un développement.
Voilà, donc c'est tout ça sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Merci beaucoup Bertrand. Je vous demande d'applaudir Bertrand Valkener pour sa vision. Et on va recueillir maintenant la vision de la start-up et de la start-upeuse avec Biram. Aujourd'hui, votre start-up Kweli travaille à la valorisation justement des entrepreneurs africains auprès des marchés internationaux et européens pour redéfinir cette vision du Made in Africa. Pourquoi est-ce important pour un entrepreneur africain d'accéder au marché européen? En quoi c'est crucial et quels sont aujourd'hui les principaux obstacles? Merci Samir, et très contente d'être là. En effet, pour nous, quand il s'agissait de Kweli, moi je viens j'ai passé 26 ans aux États-Unis avant de rentrer au Sénégal il y a 3 ans, afin de mettre en place l'entreprise, et ça m'a permis d'avoir une autre, je dirais une autre vision en fait de l'Afrique, mais aussi de l'entrepreneuriat. Même si j'étais africaine, il fallait que je me remette vraiment en Afrique et que je puisse bien comprendre le marché, bien comprendre les défis qu'on a en Afrique. Et je pense que le point principal, c'est vraiment de changer la perception que les gens ont du Made in Africa. Et quand je parle du Made in Africa, ce n'est pas forcément seulement les produits sur lesquels on se concentre aujourd'hui, que ce soit l'agroalimentaire ou les cosmétiques. Changer donc l'image de marque, changer la perception que les gens ont sur les produits africains en se disant parfois, comme c'est africain, ça devrait être moins cher, ça ne devrait pas être la qualité, etc. C'est vraiment travailler sur tous ces points-là pour s'assurer que ces produits peuvent être au même niveau que les produits importés ou les produits qu'on retrouve à l'extérieur. Mais je pense aussi que changer la perception du Made in Africa, c'est changer la perception qu'on a sur les entreprises africaines, sur les entrepreneurs africains, mais aussi juste sur le territoire africain. Et donc cela veut dire pouvoir changer la manière dont on lève les fonds, la manière dont on met en place notre entreprise, la culture, les ressources qu'on a autour de l'entreprise. Donc c'est un gros enjeu en fait à prendre en compte quand on parle de changer la perception du Made in Africa. Et en fait, quand on parle aussi du monde africain et des entrepreneurs africains ou même de l'innovation africaine, on parle d'habitude de quelque chose qui a une très petite échelle. L'entrepreneur africain de base, il existe depuis très longtemps. L'entrepreneuriat ne vient tout juste pas de commencer en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on met beaucoup de lumière dessus. L'entrepreneuriat en Afrique voulait dire pouvoir faire en sorte de pouvoir nourrir sa famille tous les jours. Ce n'était pas l'idée de pouvoir aller lever des fonds, aller vendre son entreprise, etc. C'était juste de pouvoir survivre tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit que c'est très important de pouvoir aller au-delà de cela, de pouvoir vendre ses produits ou ses services au-delà de notre communauté qui est très proche, au-delà du pays où on est basé. Moi, je suis au Sénégal, mais en créant cette entreprise, l'idée est de pouvoir atteindre un marché beaucoup plus grand, atteindre le marché africain en général, donc voir le marché comme le marché africain, mais aussi voir le monde comme le marché africain. Créer une entreprise qui ne gère pas seulement ou qui ne vise pas seulement à mettre en place, je dirais, des process ou des atouts pour le marché africain, mais aussi voir comment faire en sorte que le marché européen, que l'Européen peut apprécier ce qui vient d'Afrique, ce qui a été créé en Afrique. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut pouvoir comprendre le contexte africain pour pouvoir co-créer avec l'Afrique. Quand je reviens aux conversations qu'on a aujourd'hui et qu'on aura au long de la journée, ça va être important de bien écouter les besoins qu'on a en Afrique, les besoins de financement, les besoins en tant que ressources, et ne pas seulement se dire qu'il faut que les Africains viennent en Europe pour pouvoir vendre leurs produits, pour pouvoir innover, pour pouvoir trouver du financement, mais aussi que les Européens viennent en Afrique, qu'ils comprennent vraiment les besoins, le contexte, et s'assurer que les programmes ou les services ou les ressources qui sont mises à disposition pour l'Afrique sont adéquats et vont vraiment permettre cette souveraineté dont on parle. Tout à fait. Et d'ailleurs, je poursuis, vous avez récemment levé $1 million
pour votre société. D'ailleurs, on peut applaudir pour cette magnifique levée. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs de développement et comment, justement, on peut fluidifier ce marché Europe-Afrique, Afrique-Europe pour les talents entrepreneuriaux, pour toutes ces startups qui sont venues aujourd'hui à Emerging Valley? Je pense que le marché européen est très important pour l'entrepreneur africain et surtout l'entrepreneur africain francophone. La France devient un pilier très important pour l'entrepreneur africain francophone, par exemple, sachant qu'aujourd'hui, la barrière de la langue est un point très important pour l'entrepreneur qui vient du Sénégal, du Burkina ou du Bénin, par exemple, ou de la Côte d'Ivoire. Mais aussi qu'il est important de comprendre qu'aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut aller vite. Il faut aller vite, surtout quand on parle de la tech, il faut faire son scale-up. Et pour faire son scale-up, comme je dis aujourd'hui en Afrique, il va falloir faire son scale-out. Parce que la réalité est qu'on a besoin de créer l'écosystème et pas seulement se concentrer sur sa start-up. On a besoin de voir tous les différents points qu'il y a à mettre en place, que ce soit la logistique, que ce soit les paiements, etc. Et ce dont on se rend compte, c'est que la logistique est beaucoup plus simple de l'Afrique vers l'Europe que de l'Afrique vers l'Afrique. Et donc, pouvoir faire son scale-up en regardant l'Europe comme peut-être le premier pont à franchir pour pouvoir valider ses capacités à pouvoir sortir du marché où on est, pour pouvoir après revenir vers l'Afrique et faire son scale-up ou son scale-out en Afrique, est une stratégie qui pourrait être assez importante pour l'entrepreneur africain. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'envoyer un conteneur de Dakar, du port de Dakar à Marseille, qu'il est de l'envoyer de Dakar au Kenya, par exemple. Et donc, essayer de voir comment le faire, mais cela ne pourra se faire que si le marché européen est aussi ouvert à apprécier, à tester et à valoriser les produits ou les services qui viennent de l'Afrique, avoir confiance dans ces produits, dans ces services. Et ça, c'est un travail à faire au niveau du marketing et aussi au niveau de l'accompagnement qu'on apporte à ces entrepreneurs. Merci beaucoup, Biram. Je vous demande d'applaudir vraiment Biram pour son témoignage très concret. C'est le terrain qui parle. Et là, nous avons des exemples concrets et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups se reconnaissent en vous. En tout cas, vous êtes un rôle modèle et c'est vraiment un bonheur de vous avoir parmi nous. Avant justement d'avoir un point de vue européen, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un envoyé du gouvernement estonien à travers Daniel Schaer, ambassadeur. Je tiens à saluer Didier Parakian, qui va nous rejoindre à la fin de cette session pour, en 2 minutes, dire un petit mot de conclusion et nous présenter qu'est-ce que le territoire a à offrir pour cette co-innovation, cette vocation qui a d'ailleurs été récompensée et en tout cas reconnue avant d'être récompensée par l'Union européenne à travers e-Capital. Didier nous rejoindra à la fin de ce débat et je tiens à le saluer. Monsieur l'ambassadeur, lorsqu'aujourd'hui on regarde l'Estonie, c'est peut-être un des pays qui se trouve directement sur la ligne de front de la crise, de la guerre en Ukraine. Et on voit aujourd'hui que l'Estonie mène une politique très active en direction des pays africains, ce qui peut être vu un peu comme précurseur en Europe de l'Est, il faut bien le dire. En quoi ce bouleversement géopolitique avec la guerre en Ukraine est en train de complètement changer le paradigme en Europe? Et l'Europe de l'Est, les pays d'Europe de l'Est qui regardaient justement vers l'Est et au-delà, regardent aujourd'hui de plus en plus vers l'Afrique comme le meilleur partenaire aujourd'hui pour identifier et trouver ensemble les solutions aux défis d'aujourd'hui. Pour commencer, merci Samir pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là et aussi merci pour la ville de Marseille et aussi ex-Marseille-Provence pour nous accueillir. C'était vraiment un plaisir de voir un grand arc-en-ciel qui était là en arrivant ici. Donc je pense que c'était un signe que les opportunités entre Europe et Afrique sont très d'un bon potentiel.
Mais pour nous, en Estonie, ça a commencé déjà avec la restauration de notre indépendance en 91. Donc on avait 60 ans d'occupation soviétique et c'était un temps où les systèmes internationaux, la loi internationale était très important pour garantir notre souveraineté. Et on a commencé de devenir membre de l'Union européenne, de l'OTAN et sûrement pas moins important de l'ONU. Et déjà dans ce temps-là, on a commencé à faire des relations avec l'Afrique. Mais ça a pris un peu de temps pour mettre les choses en marche chez nous, pour devenir membre plein de l'Union européenne. Et après ça, on a décidé que ce temps de trouver des nouvelles amis. Parce qu'on sait ce qui est important dans le monde global, c'est d'avoir des amis et de se connaître. Parce que oui, on est peut-être loin, mais en même temps, nous sommes très proches dans le monde où on vit aujourd'hui. Donc, on a commencé avec notre campagne pour devenir un membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et on a visité beaucoup de pays en Afrique pour commencer à faire un petit mapping, de cibler quels sont les pays avec qui on a quelque chose en commun. Et sûrement, un des domaines où on avait quelque chose en commun, c'était la numérique. C'est la numérisation. Donc, si vous avez lu le bouquin excellent de Samir sur les Startup Lions, il y avait le mot beaucoup qu'on pouvait voir, c'est le leapfrogging. Et c'est une chose qu'on a fait quand on a commencé la numérisation en Estonie. Et je vois le grand potentiel pour l'Afrique de faire ce leapfrogging, d'arriver de faire le saut de grenouille, de passer les anciens systèmes, d'oublier les legacy systèmes qu'on a peut-être en Europe, et de faire avec le nouvel accord d'échange, de libre-échange, il y a une vraie possibilité de faire un grand marché libre, numérisé en Afrique. Et comme Madame venait de le dire, 14% du commerce est interafricain. Ça veut dire que le reste, 86%, est l'exportation hors de l'Afrique. Donc, ce qui se passe en Estonie, on a 65% du commerce entre Europe. Donc, c'est vraiment avec les voisins, c'est là-bas où on trouve ces synergies. Et on essaie de trouver des partenaires, d'être beaucoup plus sur le terrain en Afrique. On est en train de trouver plus de consuls honoraires pour nous représenter dans des pays en Afrique et de vraiment cibler des partenaires de travailler avec. Alors, justement, aujourd'hui, on voit que l'Estonie se positionne véritablement en Digital Nation, pour ne pas dire Startup Nation, mais Digital Nation. Et c'est précisément cet atout, c'est précisément cela que vous mettez en avant dans cette nouvelle relation avec les pays africains. Notamment à travers l'éducation, les thématiques d'éducation, les thématiques d'entrepreneuriat. Peut-on dire aujourd'hui, quelque part, que l'Estonie, et vous avez parlé du leapfrogging, c'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup aux écosystèmes start-up africains, ce saut de passer directement au mobile en bypassant l'étape du filaire. Peut-on dire aujourd'hui que l'Estonie peut apprendre de l'expérience africaine au moins autant que le continent africain peut s'inspirer de l'Estonie en matière digitale? Oui, donc pensez, vous êtes chez vous, à la maison. Il y a une route qui passe devant la maison, circulaire. Sur cette route, il y a l'école de vos enfants, il y a l'hôpital, il y a la banque, il y a votre boulot, il y a les magasins, il y a l'opportunité d'aller faire le voting, de faire passer un vote. Il y a aussi la manière de payer les taxes. Il y a aussi la manière de donner une signature digitale. Ça, c'est ce qu'on a en Estonie. Ça s'appelle X-Road. C'est un système d'interopérabilité entre tous les systèmes. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé que nos amis en Afrique sont beaucoup intéressés. Donc, à ce moment, nous sommes au Bénin de mettre ce même système d'interopérabilité en place. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet, par exemple, de sauver... On a chaque mois, avec les signatures digitales, on a une réduction de papier qu'on n'utilise pas, la taille de Tour Eiffel, chaque mois.
on sauve 2 à 3% du GDP, on dit ça. Les autres lettres. Let's say in English. PIB. PIB, Oui, merci. GDP. 2 à 3% du PIB par an. Et c'est vraiment un système qui aide, qui simplifie, qui réduit la bureaucratie. Et ça, c'est notre expérience qu'on essaie de partager avec nos amis en Afrique. Et ce qu'on reçoit en renverse, c'est vraiment des solutions qui sont très innovatives. Parce que notre X-Road, on peut mettre un nouvel bâtiment sur cet X-Road. On peut enlever des choses. Donc, ce qu'on trouve, on trouve des solutions qui sont africaines, qui peut aussi travailler, qui peut fonctionner en Estonie. On échange nos expériences parce que la route va dans 2 directions. C'est pas seulement nous de venir et parler comment le faire, parce que chaque pays ont leur propre culture, questions culturelles, des questions de leur propre système. Donc, c'est pas un système qu'on jette, un système préparé de numérique et tout le monde peut le faire. Non, c'est chaque pays ont leur propre système et on travaille ensemble pour améliorer nos systèmes et aussi pour faire un système qui croise les frontières. Parce que ça, c'est la future. Il ne va pas avoir des frontières. Et ça, c'est ce qu'on doit faire, avoir un système numérisé qui fonctionne entre l'Afrique et l'Europe. Et on voit des pays comme le Rwanda, mais d'autres aussi, qui s'inspirent fortement justement de cette expérience estonienne. Je vous demande d'applaudir Monsieur l'ambassadeur d'abord et surtout pour son excellent français. C'est un effort remarqué et apprécié ici à Marseille. Vous aurez pu parler en anglais puisqu'on a la traduction simultanée. Et bravo pour votre français qui est vraiment excellent. Merci Monsieur l'ambassadeur. Je vais me tourner vers Isabelle Bébéard qui est avec nous en direct et qui va intervenir en visio. Isabelle Bébéard qui est, je le rappelle, la directrice des relations internationales de BPI France, qui est derrière un grand événement business reconnu à travers l'ensemble du territoire national et européen qui s'appelle BIG, le grand événement de BPI France. Et cette année, BIG a mis en avant une thématique forte qui était la mutation, la métamorphose, qui correspond quand même bien au moment que nous vivons aujourd'hui au niveau international. Comment aujourd'hui, selon vous, on doit se métamorphoser, on doit faire cette mutation pour adapter justement le logiciel, les programmes de BPI France qui est tourné vers l'entrepreneuriat, vers le financement de l'innovation. Et vous savez à quel point BPI France est très engagé, notamment sur les startups, et pas que françaises, aussi les startups internationales et africaines. Comment aujourd'hui vous envisagez ce monde et comment BPI s'adapte à la nouvelle donne ? Merci Samir, bonjour à tous. D'abord merci de me donner l'opportunité de participer à ce grand événement et vraiment désolée de ne pas pouvoir être parmi vous physiquement. Alors effectivement, c'était le thème de notre BIG en 2022 et la métamorphose. Et je pense que ça traduit bien l'état actuel du monde, mais aussi la façon que nous avons, nous, BPI France, de travailler. C'est-à-dire que à la fois, on essaie d'être complètement en adaptation, de s'adapter nous-mêmes aux besoins des entrepreneurs, dans notre façon de réagir et dans notre façon de les supporter, mais aussi on est là aussi pour les inciter, leur donner une direction quand on sent justement que cette direction est à prendre. On l'a fait par exemple pour la digitalisation, on continue à le faire. Et cette métamorphose, elle nous paraît évidente. On est dedans, c'est pas qu'il faut la faire, c'est que de toute façon on est dedans, on est obligé de le faire si on veut survivre et progresser. Et ça s'applique bien sûr pas seulement aux entreprises françaises, mais aux entreprises du monde entier, puisque toutes ces crises en fait on touche différentes crises successives touchent le monde entier. Comment nous, BPI France, on s'est adapté, comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les chefs d'entreprise dans cette métamorphose? C'est bien sûr
déjà en leur envoyant les messages comme quoi nous, on est là pour le soutenir, on est là. Et je crois que là aussi cette espèce d'ambiance psychologique est extrêmement importante et on essaie de contribuer à cette psychologie positive et bien sûr on aussi adapter nos produits. Sur ce qu'on fait sur l'international, alors l'Afrique de toute façon est une priorité géographique pour nous dès la création, enfin ça a vraiment été une priorité dès la création de BPI France et on s'est vraiment attaché à être en mesure d'inciter et d'accompagner les chefs d'entreprise pour qu'ils s'intéressent au continent africain avec des outils financiers d'accompagnement que nous avons renforcés. Alors bien sûr, nous avons notre crédit export, notre dispositif aussi d'assurance export. On accompagne aussi les chefs d'entreprise et notamment innovation à venir faire des expériences à l'étranger et en Afrique sur des thèmes particuliers. Par exemple, on a fait une mission sur le thème de la santé en Afrique du Nord. Hein. C'était avec l'idée qu'il fallait aider les chefs d'entreprise des deux rives à se connaître, à se connecter et à partager leur technologie et leurs connaissances. On a aussi développé, et ça vraiment la crise du Covid a accéléré ce process, on a développé notre impact digital et au travers notamment de notre plateforme Euroquity, qui est une plateforme de mise en relation des entreprises innovantes avec tout leur écosystème, et notamment avec les investisseurs. À la suite du forum Afrique-France qui a eu lieu à Montpellier l'année dernière, on a créé avec la Team France Export, avec le groupe AFD, la communauté Afrique-France Entrepreneurs. Et là, c'est l'idée d'avoir donc une communauté digitale d'entreprises africaines, d'entreprises françaises qui peuvent donc se rencontrer, partager des choses en commun, mais aussi créer des communautés physiques dans les différents pays africains. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en marche dans différentes villes africaines. On est aussi partenaire d'une initiative européenne parce qu'on fait aussi partie, l'Europe aussi agit sur cette interconnexion entre l'Afrique et l'Europe. Donc on fait partie de l'initiative Enrich in Africa, dont l'objectif est vraiment de connecter les accélérateurs, les incubateurs africains et européens pour permettre, toujours pareil, la création de projets franco-africains dans la tech. Et puis enfin, il y a un autre sujet qui, avec les crises, est devenu de plus en plus important et qui nous remonte le plus souvent, c'est le désir des gouvernements africains de créer leur propre écosystème d'innovation, leurs propres outils de financement et d'accompagnement. En Afrique, bien sûr, en Afrique francophone, avec lequel on a des liens privilégiés, mais aussi en Afrique anglophone, et ça c'est assez intéressant, avec l'idée de dire maintenant il faut qu'il y ait des outils publics qui soient capables de soutenir l'économie quand ça va mal, et puis aussi, y compris aider aussi les entreprises, les aider à se développer quand ça va bien aussi. Et là, on collabore avec plusieurs gouvernements pour créer des outils publics de financement et d'accompagnement des entreprises, y compris des entreprises innovantes, sur un modèle BPI France adapté bien sûr à la situation locale. Voilà, donc une accélération en fait, une accélération de différents process qu'on a mis en place, déjà qu'on a commencé à mettre en place depuis plusieurs années et qu'on est en train encore de développer avec l'Afrique. Merci beaucoup Isabelle. Je vous demande d'applaudir Isabelle Bébert pour sa présentation.
cette vision de BPI France donc, qui s'adapte, et le mot métamorphose est parfaitement trouvé, ce monde mouvant, et en tout cas, votre solidarité envers les entrepreneurs et les start-upers ne fait pas défaut malgré le contexte très compliqué que nous rencontrons. Et ça m'amène à me retourner vers vous, cher Bertrand, pour vous demander aujourd'hui, quelque part, avant de passer la parole à Didier Parakian, vous allez aussi avoir un mot un peu conclusif de notre discussion. Par rapport au dernier bouleversement géopolitique qui est en train de chambouler la relation entre le Sud et le Nord, quelles actions sur le terrain doit-on mettre en œuvre pour essayer d'avoir des relations plus sereines, plus durables, plus équitables? Et comment les co-innovations européennes et africaines, Afrique-Europe, Europe-Afrique, peuvent y contribuer? L'AFD est très active dans le soutien aux entrepreneurs africains, avec différents programmes. Certains programmes ont des ambitions véritablement d'impact très fortes que vous allez sûrement nous décrire. Aujourd'hui, comment faire pour apporter les bonnes réponses et les bonnes solutions? Merci beaucoup, Samir. Peut-être 4 points dans le cadre de mon propos. Bon, le premier, une petite touche humoristique. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes la première personne que je rencontre qui traduit leapfrogging en français. Je ne l'avais jamais fait moi-même et je réalise aujourd'hui que ça veut dire saut de grenouille, travail que je n'avais pas fait moi-même. Et donc je voudrais proposer à tous les participants d'Emerging Valley de créer le hashtag saut de grenouille. Il se trouve par ailleurs que le mot grenouille est internationalement connu puisqu'avec béret, baguette, coque et puis les frites, les freedom fries, les french fries, ça fait partie des espèces d'éléments caricaturaux qui font que la France est internationalement connue, plus ou moins en bien ou en mal, à la limite peu importe. Mais voilà, le mot grenouille a un sens et il est connu. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième, c'est pour dire et tenter de répondre à ta question, Samir, en m'appuyant sur les interventions qui viennent d'être faites. C'est d'abord de dire, et je partage, monsieur l'ambassadeur, le point que vous avez fait, qu'est-ce que nous avons en commun? Et reconnaître que nous avons quelque chose en commun entre la France et l'Europe. On l'a fait, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, et c'est ce qui a abouti à la création de l'Union européenne, à son élargissement, et de se dire qu'est-ce qu'on met en commun. Initialement, c'était le charbon et l'acier. Aujourd'hui, c'est évidemment un autre projet. Et notre ambition, et l'Estonie, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez très bien dit, l'Estonie, c'est de dire ce que nous avons en commun avec l'Afrique, c'est cette digitalisation, cet écosystème numérique, et c'est ça que l'Estonie veut partager avec l'Afrique. Et donc, il faut que la France soit très claire sur ce qu'elle a en commun, ce qu'elle veut avoir en commun avec le continent africain, me semble-t-il. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est de dire que, c'était d'ailleurs une des interventions que j'avais trouvé très forte à l'occasion du sommet Afrique-France de Montpellier, c'était il y a à peu près 1 an, c'était d'être capable de dire quels sont nos intérêts, quel est mon intérêt en tant que banque publique française de développement, et je pèse chacun des mots, banque publique française de développement, quel est mon intérêt à investir en Afrique. Et de reconnaître que nous avons un intérêt, que lorsque nous travaillons avec des startups, avec des entreprises, d'autres entreprises, des pairs que vous représentez, Biram, aujourd'hui, de reconnaître que nous avons un intérêt à leur développement, que nous avons un intérêt à chercher de l'innovation, à travailler ensemble, à créer de l'emploi sur le continent africain, à développer du Made in Africa, et que cet intérêt, il faut en être conscient, il faut le dire et il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça me paraît extrêmement important pour que ce partenariat puisse être équilibré. Et puis le dernier point qui me paraît également important, c'est faire exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et tout ce qu'on va faire aujourd'hui à Emerging Valley, c'est pouvoir se rencontrer et pouvoir, et là encore j'en reviens à l'intervention de Biram, se dire aujourd'hui, en tant qu'entreprise sénégalaise, si je vous ai bien écouté, nous avons des enjeux en matière de logistique, nous avons des enjeux en matière de système de paiement, et je note la subtilité du scale up versus scale out. Mais scale out, quand on est une start-up, ça veut dire se retrouver immédiatement au stade de quelques personnes confrontées à des enjeux fiscaux dans différents droits, des problématiques de droit du travail de différents pays, que des grands groupes, que des entreprises comme l'AFD savent gérer
parce que nous avons 2500 personnes et nous avons les ressources pour employer des fiscalistes et des avocats en droit du travail autour de la planète pour gérer ces problématiques. Mais évidemment, pour une start-up ou pour une entreprise de 10 ou 15 personnes, travailler en droit social français, en droit social sénégalais, en droit social ivoirien, c'est extrêmement complexe, c'est très coûteux et ça nécessite d'être accompagné et d'avoir des investisseurs à ses côtés pour pouvoir le faire. Donc je pense que c'est un petit peu de tout ça que Emerging Valley, d'abord et avant tout, a l'ambition de faire aujourd'hui. C'est aussi la contribution que nous souhaitons y apporter à travers notre programme sur l'investissement dans des entrepreneurs à impact social. Ce soir, nous clôturerons la 6e édition du SIVC. Ce sont 280 à peu près entrepreneurs qui auront été accompagnés sur les 6 dernières années. Et donc, on commence à créer une communauté qui a du sens au niveau africain et qui signifie quelque chose en termes d'impact et de capacité à créer de l'emploi. Et puis nous aurons au milieu de la journée la remise de prix à une dizaine de start-up du secteur énergétique africain. C'est un partenariat et c'est une ambition très structurante qui est mise en œuvre par l'AFD, mais qui est rendue possible par un financement de la Commission européenne, que je tiens à remercier. On en parlait, monsieur l'ambassadeur, encore une fois. Cette ambition européenne, elle est au cœur du partenariat entre l'Afrique et évidemment l'Europe. Et c'est ça que nous cherchons à accompagner aujourd'hui, trouver des hommes, des femmes qui ont des projets dans lesquels nous avons un intérêt à investir pour développer quelque chose de commun et puis développer les relations entre nos deux continents et travailler sur ce Made in Africa qui, j'en suis parfaitement d'accord, a une qualité extrêmement forte et peut présenter, je pense, un intérêt pour des consommateurs français, par exemple, qui... on le voit aujourd'hui, se replonge dans les souvenirs des 60s, des 70s et de toute cette période pour redesigner des objets, mais qui, à mon avis, seraient extrêmement enthousiastes à découvrir l'innovation africaine qu'ils ne connaissent pas encore. Merci beaucoup, cher Bertrand. Je vous demande d'applaudir Bertrand Valcaner pour son intervention. 12h30, c'est à 12h30, nous sommes en train de rattraper notre petit décalé, la remise des prix des Digital Energy Challenge sur ce stage. Des prix vont être remis aux projets de souveraineté énergétique les plus impactants d'Afrique et d'Europe, et donc effectivement sous l'égide de la Commission européenne et de l'Agence française de développement. Merci Bertrand. Avant de passer la parole à Didier qui va nous rejoindre, je vous demande à nouveau d'applaudir très chaleureusement Bertrand Valcaner, directeur général délégué de l'AFD, Monsieur Denescher, ambassadeur pour les affaires africaines du gouvernement de l'Estonie, Biram Sok, fondatrice de Kweli, et Isabelle Bébéard, directrice générale des affaires internationales de BPI France, et d'applaudir, s'il vous plaît, Didier Parakian, qui est le vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, en charge de l'innovation. De l'innovation, pourquoi? Eh bien parce que notre territoire a candidaté pour être la capitale européenne de l'innovation. Devant, alors, ligne de départ, il y avait quand même Madrid, Varsovie, Marseille et tant d'autres villes, et Marseille est finaliste. Oui, bonjour à tous. Très impressionné par le niveau de cette première table ronde. Et puis, vous savez que notre territoire, c'est la première place diplomatique de France après Paris. Et je voudrais saluer mes amis les consuls. Je vois ma princesse égyptienne, je vois notre ami du Sénégal, je vois notre ami du Maroc. Ils sont venus, ils sont tous là. En tout cas, il y a la crème de la crème aujourd'hui dans cette belle hémicycle. Je vois aussi notre ami, l'ancien ministre du digital de Tunisie. Et lui, aujourd'hui, il est à la tête d'un fonds qui s'appelle Maghreb Diaspora Business Angel. Et il a beaucoup d'argent à investir dans les startups du territoire provençal et africain. Donc, allez le voir. Et en plus, il est venu dans ses bagages avec la patronne de la Caisse des dépôts de Tunisie. Je lui fais un peu de publicité, mais il le mérite. C'est aussi ça, des rencontres. En tout cas, mon cher Samir, moi, je voudrais te féliciter aussi parce que 6e édition, tu nous fais rêver. On a de la chance de t'avoir ici à Marseille. Tu connais bien l'Afrique. Tu as voyagé pendant des années dans plus de 25 pays à la recherche de ces startups. Et aujourd'hui, grâce à toi, on a ce bel événement. Alors, juste pour te corriger, je ne suis pas l'élu en charge de l'innovation parce qu'il est ici dans la salle, c'est mon ami Arnaud Mercier. Moi, je suis modestement que le vice-président de la métropole en charge des relations internationales. C'est vrai que l'innovation, c'est pas
c'est pas mon terrain de jeu favori, quoique, puisque je suis un entrepreneur dans la mode. Et mesdames, il faut être très innovant si on veut continuer à vous séduire, parce que sinon, il vaut mieux aller se rhabiller. Donc l'innovation, c'est important. Et c'est devenu mon dada depuis 1 an, depuis que Madame la Présidente Martine Vassal m'a confié cette mission d'aller chercher le prix e-Capital, Capitale européenne de l'innovation. Et depuis 1 an, on travaille avec nos équipes de la métropole. Nous étions 22 sur la ligne de départ il y a 1 an. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en finale avec 2 autres territoires. D'abord Valencia, en Espagne, et puis une ville que vous connaissez moins peut-être, c'est la 2e ville de Finlande, Espoo. Et donc, le 7 décembre, nous irons avec la présidente devant la Commission européenne pour défendre notre candidature. Et j'espère, et je suis certain que nous reviendrons avec le trophée. À la clé, c'est 1 million d'euros. Mais au-delà de cette somme qui sera redistribuée, bien sûr, au monde de l'innovation, c'est surtout de la visibilité pour ce beau territoire de Provence. Vous savez, l'objectif de la métropole, qui est jeune, puisqu'elle a été créée en 2016, presque au même moment où s'est créé Emerging Valley, c'est de construire la ville méditerranéenne durable de demain, inclusive socialement, une métropole pleine de contrastes. Et ce mot que j'aime beaucoup, c'est un melting pot d'innovation. Alors c'est vrai que dans notre candidature, on a listé une centaine de lieux innovants, emblématiques. Je pense par exemple au Technopole de l'Arbois, que le monde entier nous envie, parce que c'est le 4e technopole au monde en matière de clean tech, et c'est le plus awardé à Las Vegas, puisque j'amènerai une vingtaine de start-up du notre territoire à Las Vegas au célèbre CES. Je pourrais vous parler du CISAM, qui est un peu le totem de l'innovation sur ce territoire, avec l'accélérateur M, avec l'accélérateur créé par CMA-CGM, 3e armateur mondial, qui s'appelle The Box, ou Obratori, avec une belle entreprise de notre territoire qui a créé cet accélérateur. Je pourrais vous parler de tous ces lieux qui font rêver, qui ont décidé de s'installer ici sur le territoire. Je pense à l'épopée, je pense à la feuille de route de l'innovation créée et lancée par mon collègue Arnaud Mercier. Je pense à Diams, ces capteurs que nous avons mis sur les voitures, sur les taxis, sur les bus pour mesurer la pollution de notre ville. Et aussi ce lien avec l'Afrique, l'africanité de Marseille, nous l'avons développé en véritable fil rouge, fil conducteur de notre candidature. Et je pense que c'est pour ça que nous allons gagner, parce que nous sommes au bal. On croise les doigts, mais je suis convaincu, parce qu'ici on est un pays, on est un territoire qui est béni des dieux. Je le dis souvent parce qu'on a le premier port de France tourné vers l'Afrique, premier aéroport de province aussi tourné vers l'Afrique. La présidente en a parlé, nous sommes le hub numérique tourné vers l'Afrique, puisque la semaine dernière, un événement hyper important a eu lieu sur ce territoire, et peut-être qu'il est passé à travers les radars, c'est que nous avons inauguré le 16e câble sous-marin qui s'appelle Africa 2, qui part de Marseille, qui fait le tour de l'Afrique et qui revient à Marseille. Ça va permettre de connecter 33 pays africains de Marseille. Aujourd'hui, notre territoire connecte la moitié de la planète grâce à ces câbles sous-marins. Nous sommes devenus le 5e hub de la connectivité au monde, et on va rentrer prochainement dans le top 3 puisque nous avons 5 câbles en construction. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est ici que ça se passe. On est fiers de tout ce qui se fait en matière d'innovation. Oui, c'est vrai que Emerging Valley participe aussi à ce rayonnement, comme participe Africa Link, ce réseau d'entrepreneurs africains et provençaux, comme aussi la démarche que nous avons entreprise volontaire qui s'appelle Provence Africa Connect, où on essaye de chasser en meute, jouer collectif avec tous les acteurs du territoire. Et dont le prix va être remis ce soir à 17h. Donc vous serez tous là pour encourager. Soyez là pour la remise du prix Provence Africa Connect, 3e édition. Effectivement, donc avec tous nos partenaires qui ont tous des liens avec l'Afrique, que ce soit l'AMU, que ce soit Gage Business School, que ce soit Anima. Je pourrais vous parler des heures de notre magnifique territoire. En tout cas, rendez-vous le 7 décembre
On croise les doigts, mon cher croise les Samir, doigts. et on ramène le prix On touche du bois. e-Capital. Merci beaucoup et Merci. et merci d'être venu jusqu'à chez nous aujourd'hui. Vous êtes des milliers. Un grand merci. Merci beaucoup. On applaudit très fort Didier Parakian. Je crois qu'il y a une vidéo qui va passer de e-Capital. La petite vidéo de. Est-ce que la petite vidéo de e-Capital est prévue? Si ce n'est pas prévu, on va remercier, et je vous demande d'applaudir à nouveau, les panélistes, Bertrand Valcaner, Daniel Chaher, Biram Sok, Didier Parakian, et nous allons faire maintenant la photo de famille. Et Isabelle Bébéard, qui est loin, mais proche à la fois, près du cœur. Merci Isabelle. Here, we have all the assets to innovate. Aix-Marseille-Provence benefits from an innovative ecosystem of exceptional richness and density. We attract talents and makers in all fields. This great diversity of excellence is an infinite source of inspiration in designing the world of tomorrow. Here, our territory is innovative by nature. Facing the challenges of urban poverty and climate change in the Mediterranean, we have experimented new ways of designing and implementing territorial policies. This innovation process has been triggered by our fragilities and contrasts. Our metropolis is a real melting pot for innovation. Here, we have a shared innovative vision. In a world of crises and storms, our ambition is to become a lighthouse for other cities and metropolises in the Mediterranean area and beyond. We want to spearhead the socially inclusive, climate resilient and sustainable Mediterranean city of tomorrow. Et donc, on croise les doigts pour le 7 décembre. On va avoir besoin de vous pour cette candidature à la finale de la capitale européenne de l'innovation. La prochaine plénière va démarrer sur la souveraineté alimentaire. Les speakers vont nous rejoindre, que je vais appeler. Et dans 2 minutes, nous allons lancer la prochaine plénière.